Salut! L'Assemblée nationale, symbole du débat parlementaire. Lieu où les lois de la République se réfléchissent, se rédigent, se discutent, se préparent et se votent. Dans le passé, la langue des signes a déjà été examinée et intégrée à des lois sur la santé et le handicap. La loi du 11 février 2005, par exemple, a reconnu la langue des signes française. Aujourd'hui, il existe un groupe d'études sur la langue des signes, composé de députés de tous bords. Je vais aller à leur rencontre pour voir comment les revendications pour le droit à la langue des signes entrent dans la vie politique. Mais pour l'heure, je vais rejoindre une classe bilingue de Massy, venue visiter l'Assemblée nationale. Allez, venez. Soyez les bienvenus. Nous allons visiter l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez à quoi sert l'Assemblée nationale? Quand il y a une nouvelle loi, par exemple, quand on va la voter, il y a des débats. Et des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas voter. Si on réussit à faire le vote, il y a une nouvelle loi et après, ça s'enchaîne comme ça. Effectivement, le premier rôle de l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois. Le mardi, c'est le jour où il y a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, parce que cet après-midi, il y a un moment très important, c'est ce qu'on appelle les questions au gouvernement. C'est les images que vous voyez à la télévision. Et pendant 1 heure, il y a des questions qui sont posées aux ministres qui doivent répondre. Alors c'est souvent des moments où ça crie, ça hurle, ça parle comme ça dans tous les sens. Voilà. Faites bien la visite. Pour toutes les questions sur l'histoire du bâtiment, sur l'histoire du Palais Bourbon, il faut demander au monsieur parce qu'il en sait beaucoup plus que moi. Et puis après, quand vous aurez des questions sur la manière dont fonctionne l'Assemblée, je viens jeudi dans la classe avec vous pour vous en parler. Moi je suis un républicain acharné. C'est-à-dire que je n'aime pas que la société soit organisée en communautés, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit régionaliste ou qu'elle soit liée à un sentiment d'appartenance. Ce qui fait le point commun, c'est d'être des citoyens français. Et donc les sourds, par la LSF, veulent être pleinement des citoyens français. Ni plus, ni moins. Et c'est ça qui m'intéresse. Bonne visite. Au revoir. On va rester dans le petit coin pour ne pas déranger les journalistes qui travaillent ici. Vous savez pourquoi elle s'appelle salle des 4 colonnes? Oui, ça y est, il a bien vu. Là, nous allons suivre donc le même itinéraire que le président de l'Assemblée nationale quand il rentre dans l'hémicycle pour présider à la séance. Allez, on y va. Vous l'avez déjà vu à la télévision? Et il faut que je fasse attention à ce micro-là. Pourquoi? Parce que c'est là où est assis le Premier ministre. Il est à ta place là, et puis il parle dans le micro. Mais je croyais qu'il était assis, moi. Ah non, quand il parle, il se lève. Et les députés aussi, quand ils parlent dans l'hémicycle, ils se lèvent. Moi. Et si jamais ils sont assis, il faut toujours qu'ils se mettent debout pour parler. On doit se mettre debout pour parler. On ne peut pas rester assis. S'ils ont la parole, effectivement, ils se mettent debout et rejoignent un des micros dans les allées pour pouvoir s'exprimer. Mais alors, c'est pourquoi faire ces trucs-là avec les haut-parleurs? Bah ça, justement, c'est pour entendre ce qu'ils disent. C'est la sonorisation. Et ça, c'est quoi, ça? C'est quoi? Soulève-le. Soulève. Vas-y. Voilà. Pour, contre, abstention. C'est pour voter. Pour voter, on appuie sur les boutons, là. Et comment ils font pour le savoir? Très bien. Et alors, quand ils appuient sur les boutons pour voter, il y a effectivement, sur les 2 tableaux qui sont de part et d'autre le bureau du président, les résultats qui s'affichent et un autre juste en face.
C'est vraiment formidable. Je suis au cœur de l'hémicycle. Je l'ai déjà vu à la télévision, mais d'y être en vrai, c'est impressionnant. En plus, aujourd'hui, c'est traduit, puisqu'il y a une interprète en langue des signes. Ces enfants ont vraiment de la chance. Et puis, moi aussi, j'en profite. Si la gauche, nous l'appelons la gauche, et la droite, c'est en fonction de la place des députés dans l'hémicycle. Les députés de gauche sont assis par ici, donc à la gauche du président, et les députés de droite sont assis par là, c'est-à-dire à la droite du président, et le centre au centre. Et c'est pour cela qu'il y a cette appellation droite et gauche en France. La mise en application d'une loi est toujours difficile. Pourquoi ? On voit sur toute une série de sujets qu'il y a encore des blocages. Sur l'éducation, par exemple, puisque c'était un des aspects importants de la loi du 11 février 2005, il y a la reconnaissance d'un droit à la scolarisation, y compris en LSF. Et puis quand on fait le bilan 7 ou 8 ans après, on se rend compte qu'à peine 5 à 10% des jeunes sourds bénéficient de cette scolarisation de leur choix. Donc il y a à mener maintenant la bataille des moyens, incontestablement. Aujourd'hui, dans une bataille des moyens, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas une discrimination de droit, mais il y a une discrimination de fait, qui est celle de ne pas donner les moyens pour l'accomplissement d'un droit. Donc c'est cette bataille qu'on doit mener aujourd'hui. Vous avez vu ces enfants qui ont suivi la visite de l'Assemblée nationale en langue des signes. Qui sait, peut-être qu'un jour, la langue des signes sera partout dans l'hémicycle. On verra. Mais sans plus attendre, je vais rencontrer le premier député suppléant sourd. Il s'agit de Raphaël Bouton. On voit bien qu'au sein de la République, le développement et la reconnaissance de la langue des signes, ça ne va pas de soi. Pourquoi c'est si difficile ? On voit plus la langue des signes comme un problème que comme une chance. Or, ça pourrait être une vraie richesse s'il existait un dialogue entre le français et la langue des signes. Oui, ça pourrait être une vraie richesse. Mais beaucoup de personnes considèrent encore la langue des signes comme un problème. Dans votre parcours, est-ce qu'être sourd, ça a été lourd à porter ? Ça vous a rendu les choses difficiles ou ça a été un atout pour entrer en politique ? C'est vrai que ça a été compliqué. Ça n'a pas été facile tous les jours. Quand je me retrouve dans une réunion où il n'y a pas d'interprète, pas de vélotipie, oui, c'est un problème. Je rencontre des obstacles. Mais bon, tant pis, je me retrousse les manches. Je peux communiquer par email ou par échange de textes. Ou avoir des rendez-vous en tête-à-tête. Mais c'est vrai que la politique, c'est compliqué. Pour un sourd, s'il ne peut pas lire sur les lèvres, c'est impossible. La parole, c'est le pouvoir. Donc là, en tant que citoyen, on n'est pas à égalité. Il y a des départements, les sourds ont la PCH, mais il n'y a pas d'interprète. Enfin voilà, il y a des situations invraisemblables. Est-ce que tu penses qu'on fait une question au gouvernement sur ça ? Parce que la question, on est tenu de t'apporter une réponse. Est-ce que vous avez choisi Raphaël comme député suppléant par affection ou parce que vous aviez envie de donner sa chance à un sourd pour qu'il entre à l'Assemblée nationale ? J'ai pas pris Raphaël parce qu'il était sourd. J'ai pris Raphaël parce qu'il était militant, parce qu'il avait une énergie et puis une aura. Voilà, Raphaël, c'est quelqu'un qui est profondément intéressé par la politique, qui a des vraies convictions de gauche. C'est quelqu'un qui sait les faire passer. Et je l'ai pas regretté, mais avec l'énergie qu'il a, j'ai eu du mal à arriver au bout de la campagne au même rythme que lui. C'est vrai que c'est un travail de tous les jours. Convaincre, sensibiliser, argumenter, débattre. Et c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Parce que j'adore ça, le débat. Et que c'est important. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que pendant la campagne présidentielle de 2012, François Hollande a dit « Oui, il va falloir étudier la question de l'inscription de la langue des signes dans la Constitution. » Parce que c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays européens.
Et il a ajouté, il faut commencer à étudier cette question de la reconnaissance de la langue des signes. Pour moi, c'est déjà une avancée. Et j'espère qu'elle va se poursuivre. Est-ce qu'il vaut mieux se présenter clairement en tant que sourd ou est-ce qu'il vaut mieux le dissimuler? Je préfère que les gens me considèrent comme une personne et oublient mon handicap. Qu'ils considèrent d'abord la valeur de mes idées. C'est ça qui est important. Si je réussis à convaincre par mes idées, pour moi, c'est gagné. C'est ce qui fait avancer les choses. Je vais vous laisser vous présenter ainsi que présenter votre action et l'association. Donc, je suis Monsieur Bruno, président du Mouvement des Sourds de France depuis 5 ans. Je suis, comme on dit, un coda, c'est-à-dire que je suis né de parents sourds-muets, comme l'on disait à l'époque. J'ai trouvé une femme sourde, j'ai eu 2 enfants, 2 filles, elles sont toutes les 2 sourdes. Le Mouvement des Sourds de France est là pour la promotion de la langue des signes française, que je considère véritablement une passerelle sur la connaissance. Alors, il est évident que le Congrès de Milan a été, en 1880, disons, un assassinat de la langue des signes. Alors même, on peut dire, c'est qu'à partir de là, dans les écoles principalement confessionnelles, je le dis, où on attachait les mains des élèves dans le dos pour pas qu'ils parlent en langue des signes. On leur filait des coups de règle sur les mains. Ils ont eu des sévices parce qu'ils parlaient avec la main. Les mains. On disait que la langue des signes, c'est la langue parlée par les singes. Moi j'ai une question parce que c'est un sujet que j'ai découvert récemment mais qui me parle particulièrement sur un point précis et vous l'avez évoqué et j'aimerais savoir comment vous intégrez ça dans votre association et dans votre pratique quotidienne. C'est-à-dire que, je crois que c'est un point fondamental et qui peut faire avancer les mentalités et aussi les dispositifs en place aujourd'hui. Vous nous disiez, les sourds de naissance sont fiers d'être sourds. Donc cette fierté, déjà, c'est une chose qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la situation du handicap, mais on est bien dans la situation de la culture. Pourquoi avez-vous choisi de faire partie du groupe d'études Langue des signes? En fait, c'est pas un sujet que je connais de manière familiale. J'ai pas de personnes sourdes ou non-entendantes ou qui signent dans ma famille. Mais durant la campagne législative, on avait organisé, avec 2 autres candidats députés, dont Jérôme Guedj et Olivier Thomas, un meeting spécifique pour les personnes sourdes. On avait fait ça un petit peu parce qu'on pensait qu'il y avait une problématique derrière, mais on avait fait, c'était un peu un test. Et puis cette soirée-là, on a eu, je crois, 250 personnes, donc tous sourds, signants. Et ça a été un véritable choc parce qu'on a découvert... Ce qu'on a d'abord découvert, c'est des gens qui avaient des choses à dire, qui avaient des problématiques, notamment sociales, très fortes, des problèmes d'exclusion dramatiques, et qui se sentaient totalement abandonnés par le politique, totalement. Et qui ne se revendiquaient pas aussi, moi c'est ça qui m'a le plus frappé, comme dans une situation de handicap, mais comme dans une situation de culture non reconnue, particulière non reconnue. Ils ne se sentaient pas comme des citoyens français à part entière du fait qu'on ne les prenait pas en compte dans leur spécificité. On a compris, moi j'ai compris à ce moment-là, que les sourds, et notamment ceux qui pratiquent la LSF, manquaient d'une sorte de relais à l'Assemblée nationale. Ils avaient beaucoup d'attentes à l'endroit de la puissance publique, à l'endroit du législateur, mais il manquait des relais. Et donc, moi, dès que je suis arrivé à l'Assemblée, je me suis renseigné. J'ai appris qu'il y avait un groupe d'études sur la LSF qui existait. Et donc, j'ai demandé à pouvoir l'animer, en l'occurrence le co-animer. Et les auditions comme cet après-midi, c'est très éclairant pour nous, c'est vraiment important et ça nous permet ensuite, quand on a d'autres textes, et je pense par exemple à la loi sur l'école, la loi de refondation de l'école, il y a eu un travail qui a été fait avec des amendements qui ont été proposés et votés. C'est grâce à ce travail qui se fait dans ce groupe d'études, qui derrière, au niveau législatif, on peut apporter des améliorations. Donc c'est vraiment très enrichissant. Moi j'en profite parce que je ne l'ai pas posé tout à l'heure à votre prédécesseur. Quel regard vous portez sur la structuration associative de la représentation du monde sourd
Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, le droit de réunion était limité, il ne fallait pas être plus de 5, enfin il y avait tas de choses comme ça. Les sourds, ils ont dit, on va se réunir, nous, en tant qu'association sportive. Et ça leur a permis de pouvoir échanger en langue des signes et de faire continuer cette langue des signes. Les sourds ne se sentent pas malades ni diminués. Ils ne veulent ni entrer dans la normalité coûte que coûte, ni être dépossédés de leur identité. Ils revendiquent leur droit à la différence, une identité sourde et une culture sourde. Ils sont contraints d'utiliser des moyens originaux et bien visibles, comme par exemple ces envois massifs de courriels, ou comme brûler régulièrement leurs cartes d'électeurs au moment d'élections, car les débats politiques ne sont que très rarement traduits. Les sourds sont pourtant des Français comme les autres, et c'est aussi à nous de les associer dans la vie citoyenne à tous les niveaux. Donc j'ai un fils de 32 ans maintenant qui est né sourd profond de naissance, une surdité inexpliquée, on va dire un accident de parcours. Et en étant jeunes parents, nous avons traversé beaucoup d'épreuves avec cet enfant. Et voilà, je voulais un petit peu retransposer ce que nous avions vécu à l'Assemblée nationale parce que je me suis aperçue que la surdité était un handicap très mal connu de la part de mes collègues. Et vous n'avez rencontré qu'indifférence. Pourquoi, à votre avis? Est-ce parce qu'ils pensent que la langue des signes n'a pas de valeur en soi? Ils ne réalisent pas ce qu'est la langue des signes. Ils ne réalisent pas ce qu'est la surdité. La loi de 2005 laisse une belle part au handicap en général dans toute notre société, mais on s'aperçoit effectivement que, par exemple, je prends un exemple, une commune qui fait beaucoup d'efforts sur l'accessibilité fera des efforts sur des plans inclinés ou sur des facilités pour les personnes en fauteuil. C'est parfait, je veux dire, c'est très très bien, il faut le faire, mais peu pensent au handicap de la surdité en mettant un accueil, je ne sais pas, en mairie ou un accueil dans les collectivités, un accueil en langue des signes. On ne demanderait jamais à quelqu'un en fauteuil de l'obliger à ramper pour monter des escaliers. Et c'est une image qui me saute aux yeux quand on oblige bien les sourds à vouloir s'adapter. Et on ne reconnaît pas du tout leur handicap. Comment est-ce que des députés de gauche et de droite arrivent à travailler ensemble et à s'entendre? Ça m'intrigue. Moi, mon intuition, c'est que tout ne renvoie pas à un clivage entre la gauche et la droite. Là, ça peut être un sujet de rassemblement, même si il est possible qu'on ait un moment des différences, mais au moins parlons-en. Ce que je veux dire, c'est que le sujet de la LSF, c'est aussi un sujet politique. Moi, j'ai la conviction que tout est politique. Ce sujet-là est un sujet politique. Il doit donc être débattu ici, à l'Assemblée nationale. Défavorable commission, défavorable gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, contre. Il est rejeté. Le 661. Monsieur Gage, qui est là. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais donc saisir l'occasion, Monsieur le Ministre, pour vous redire notre disponibilité et nous l'espérons, mais j'en suis convaincu, votre intérêt pour que nous travaillions sur cet enjeu particulier qui est, je dirais, très attendu par l'ensemble des familles concernées. Je redonne ces chiffres, uniquement 8 classes bilingues au primaire dans toute la France. La dernière, elle a ouvert dans ma bonne ville de Massy après un parcours du combattant dans lequel il a fallu d'abord que les collectivités locales, conseil général et communes fassent la démonstration de la pertinence pour que 2 ans après, l'éducation nationale l'intègre dans le droit commun du parcours de l'éducation nationale. C'est ce que nous ne voulons plus vivre et nous avons donc besoin d'une impulsion ministérielle et c'est celle que je souhaite que vous puissiez nous confirmer à l'instant sur le déploiement de la LSF à l'école et je suis sûr que ma collègue Dubois partage la même préoccupation. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Dans votre action de député, vous êtes amené à prendre la parole. Est-ce que la parole, c'est déjà un acte en soi? Ah ben c'est le plus important. Le fait de parler de la LSF, c'est la sortir de l'oubli, la sortir de l'indifférence et donc la sortir du fait qu'elle n'est pas prioritaire, y compris dans les moyens. Parfois, c'est plus important de poser un débat, de provoquer un débat, que d'obtenir l'adoption de tel ou tel texte. Donc vraiment, moi, ce que je veux faire, c'est que à chaque fois, sur chaque texte de loi,
et c'est à ça que doit servir aussi le groupe d'études, on se pose la question de savoir est-ce que ça concerne la LSF? Est-ce que sur telle et telle loi, concrètement, en matière de LSF, qu'est-ce que ça donne? On doit être ceux qui pensent à la LSF à l'Assemblée nationale. Spontanément, tous les députés n'y pensent pas. Ceux qui sont membres du groupe d'études, eh ben voilà, ils doivent être là, tous ensemble. C'est pour ça qu'on se regroupe. Ça n'est pas le combat d'un seul député, mais à plusieurs, pour pouvoir être les porte-parole, les défenseurs de la LSF à l'Assemblée nationale. Et puis surtout pour qu'on puisse convaincre d'autres députés pour que ça devienne une évidence pour tout le monde à terme. J'ai donc discuté avec Jérôme Guedj. J'ai suivi la visite de l'Assemblée nationale avec une classe. Et maintenant, je vais à l'école publique de Massy où se trouve justement cette classe, dans laquelle l'enseignement se fait en langue des signes. Bonjour. Je suis à votre disposition. C'est vous qui me dites ce que vous voulez savoir. On m'a dit que vous avez fait une belle visite avant-hier. Vous étiez content? J'ai vu les boutons qui servent à voter. Ça m'a épatée. Ils ont prévu de prendre un interprète si jamais un jour il y a un député sourd. C'est prévu. Ça m'a impressionnée. C'est bien. J'espère un jour qu'il y aura un député sourd à l'Assemblée nationale. Et comment on devient député? Comment? Il faut être français. Il faut avoir plus de 18 ans. Et c'est tout. Ça, c'est la théorie. En théorie, tout le monde a le droit d'être candidat et d'être élu député. Donc, il n'y a pas un métier particulier, il n'y a pas une école particulière. Voilà. Tout le monde a le droit d'être député. Et un sourd pourrait faire partie de l'Assemblée nationale? Si d'aventure, et on peut le souhaiter, il y a un sourd qui devient député, alors il va falloir que la totalité des travaux de l'Assemblée nationale deviennent accessibles pour les sourds. Pour l'instant, comme la situation ne s'est jamais présentée, eh ben, ils n'ont rien prévu. Ici, l'objectif de la classe, c'est le bilinguisme. La majorité des enfants a des parents sourds, à l'exception de 2 d'entre eux qui ont des parents entendants, celui-là et le petit garçon là-bas qui vient juste d'arriver. Il était dans une école du 78, mais il était en échec. Il a 9 ans et son niveau est très bas. Il n'a quasiment pas de français. Ici, on travaille en langue des signes, mais l'objectif, et il est important, c'est l'acquisition du français. Parce que la maîtrise du français écrit les rendra autonomes plus tard et la société leur deviendra alors accessible. Ce n'est pas grave d'être sourd, mais c'est grave de ne pas savoir lire et écrire. Mais l'objectif, c'est qu'ils arrivent en CM2 et qu'ils soient pas en échec. Et là, vous avez vu, il y a le cycle 3. C'est une autre forme de travail sur les compétences. Venez avec moi, je vous montre. Je suis en train de dire que tous les deux, vous étiez là à l'ouverture de l'école. Vous vous rappelez? Je suis en train d'expliquer à Monsieur Guedj. Oui, on était là, les sourds sont arrivés petit à petit, mais nous on était là et puis ça a bien progressé, c'est super maintenant. L'objectif c'est ça, c'est de préparer la vie de tous les jours parce qu'on ne dort pas tous les jours avec un interprète, on n'en a pas un sous l'oreiller pour traduire tous les besoins de la vie courante. Donc c'est un moyen de leur montrer que la vie est un peu dure et quand ils reviennent ici, ils ont plus de confort. Donc c'est pour les préparer voilà, sur des temps ponctuels à l'avenir. J'ai une lettre que je vous ai envoyée, j'ai écrit une lettre. Est-ce que vous l'avez sur vous? Est-ce que vous l'avez dans votre poche peut-être? Tu l'as, Muriel? Regarde. Hop. C'est une photocopie, hein.
On l'a tout le temps avec nous. Hein, c'est avec moi, c'est une photocopie. Voilà. Monsieur Enzo. Voilà. J'ai proposé à la ministre qui s'occupe de la réussite éducative, je lui ai parlé de la question de la création d'une classe au collège, à Massy, et je l'ai invitée à venir voir justement ce qui se passait dans la classe ici, et elle m'a dit qu'elle était d'accord pour venir. Donc je pense que bientôt, mieux qu'un député, vous aurez une ministre qui va venir pour voir, et comme ça on va réussir à la convaincre pour qu'on puisse créer la classe au collège Gérard Philippe. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, plus tard? Moi, je voudrais être enseignant, être professeur, ou alors député, ou alors ministre, ou président. Oh, bah, c'est peut-être. bien, t'as raison. Et toi? Moi, président, ministre, député, ou travailler à l'ONU. Vous voulez tous faire de la politique? Qu'est-ce que je vais faire comme métier? Je sais pas encore.